Bonsoir, Gilles Babinet, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique et vous venez de publier une tribune dans Les Échos en faveur de cette intelligence artificielle ChatGPT. Première question, qu'est-ce que c'est ChatGPT et pourquoi ça fait débat? Bonsoir. Écoutez, ça a été annoncé en novembre et ce qui est, je crois, à la base du débat, c'est que c'est assez spectaculaire en fait. C'est-à-dire que vous posez une petite question et puis ça vous fait une petite dissertation et ça va vraiment vous expliquer le contexte. Ça peut être des questions extrêmement variées, donc c'est plus Google où vous avez des liens et tout ça, mais c'est une forme de dialogue et c'est assez stupéfiant parce que on n'a jamais connu ça avec l'informatique. C'est-à-dire que le sentiment qu'on a, c'est que c'est quelqu'un qui vous a répondu, qui a fait quelque chose d'argumenté et d'intelligent. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'il y a encore 6 mois, on pouvait interroger des spécialistes de l'intelligence artificielle qui nous disaient mais une intelligence artificielle est bête et fera seulement ce qu'on lui demande. Là, on a l'impression qu'on est face à un nouveau Google, à un nouveau web. Ouais, alors le truc qui va vous surprendre un peu, c'est que ce n'est pas des technologies très récentes. C'est des technologies on a assemblé un certain nombre de technologies pour faire ça, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. La plupart des technologies qui composent ChatGPT, elles sont basées sur des principes qui ont 10 ou 15 ans. La performance de ChatGPT, c'est 2 personnes qui ont dit OK, on va se lancer dans une implémentation, dans la mise en place de ça, et on va mettre beaucoup d'argent, on pense que c'est 100-150 millions de dollars, pour apprendre, pour lui permettre d'apprendre. Donc pendant un certain temps, on a acheté des ordinateurs, on lui a permis d'apprendre, et on arrive à ce résultat. Est-ce qu'elle a une conscience, cette intelligence artificielle ? Ah non, elle n'a artificielle aucune conscience, c'est des statistiques. Elle est comme nous, inconsciente. Non, je pense qu'elle n'est pas comme nous. Et je pense que c'est important d'expliquer aux gens que c'est de la technologie et qu'il n'y a absolument rien de sorcier, que ce sont des choses qui sont facile à comprendre si on s'en donne Parce que là, on voit que tout le monde en parle, que tous les fantasmes sont dessus, sur le mode les enfants vont tricher pour les devoirs à l'école, ça va faire perdre des emplois. Concrètement, c'est quoi les dangers, c'est quoi les bénéfices de cette application? Écoutez, c'est un peu comme si vous me disiez on a inventé le français, la machine à écrire, le stylo et tout ça, et donc tout le monde va accéder au savoir, et donc les sachants vont perdre vont plus être en haut de la pyramide. Non, au contraire, c'est génial. Oui, on va plus demander aux élèves de faire des devoirs ou de faire des thèses, antithèses, etc. On va devoir avoir une nouvelle approche pédagogique, ça c'est certain, là-dessus. Mais pourquoi ça empêcherait d'apprendre à réfléchir, à raisonner? Je ne pense pas. Je pense que ça va au contraire pousser les professeurs à repenser la façon dont on enseigne la logique. Exactement, dont ils enseignent. Vous, si vous aviez 17 ans aujourd'hui et que là, il y avait le bac, est-ce que vous auriez utilisé ChatGPT pour faire vos devoirs? Écoutez... Moi, je ne vais pas vous mentir, je l'aurais fait direct. Oui, je crains que... Déjà, j'avais une calculatrice avec le truc. Enfin, bref. Je ne vais pas tout vous raconter sur la façon dont 20 ans après, j'avais besoin de le dire. Allez, je l'ai fait. Moi, j'ai un truc que je ne vous dirai pas sur mon bac, mais je pense que j'étais un peu de... Mais vous l'avez déjà commencé à le dire, allez, dites-le. Vous avez fait quoi? Vous avez triché. Non, je ne peux pas vous dire ça. J'ai beaucoup appris. Mais je vais vous dire, je l'ai passé en candidat libre, j'ai eu 10,3 de moyenne, et vraiment, je l'ai eu très, très juste. Je me suis fait un peu aider. Voilà. À un moment, j'étais un peu en touche et quelqu'un m'a aidé à la table d'à côté. Très bien, bravo, ça arrive à tout le monde. On a affaire à un tricheur sur le plateau. Ouais. Mais maintenant, il est coprésident du Conseil national du numérique. Respect. Comme quoi. Comme quoi. Et moi, j'ai quitté Twitter parce que je trouvais ça trop anxiogène il y a quelques années. Et le seul compte que je regrette de ne plus suivre, c'est vous. Mais par contre, je lis vos articles avec grand plaisir. Ah, franchement, je suis content d'être venu, rien que pour ça. Je suis content de vous voir tous, mais ça, c'est sympa. Est-ce qu'en France, on aurait pu créer quelque chose comme ça? Est-ce qu'on n'est pas encore une fois à la traîne en termes d'innovation? En fait, ces technologies, elles sont accessibles à tous. Le vrai sujet, c'est pourquoi on ne le fait pas en France. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que ces technologies, c'est les Américains qui se sont en emparés, mais ça aurait pu être une équipe française. Et donc, le sujet de l'article que j'avais écrit dans Les Échos, c'est de dire on a un problème avec ce qu'on appelle l'innovation de rupture, l'innovation radicale. On a un peu ce côté un peu sceptique qui dit « ouais, mais ça ne va pas marcher ». Et on n'a pas cet enthousiasme qui fait qu'on se dit « ok, on va se lancer dedans ». Et puis, on a un autre problème, c'est qu'on a du mal à financer le risque. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit « je vais mettre 150 millions de dollars pour faire un truc et je ne sais même pas comment je vais trouver un modèle d'affaires derrière pour... faire en sorte que je gagne de l'argent, il n'y en a pas beaucoup en France. Là, on sort de 6 ans d'Emmanuel Macron qui nous promettait la Startup Nation. Vous qui êtes dans le monde du numérique, est-ce que ça a vraiment évolué? Est-ce que ça a vraiment bougé?
Oui, il faut quand même reconnaître ça, c'est qu'on est passé de la nuit à la lumière. Je ne veux pas avoir un propos partisan, mais on était dans une situation où on pénalisait les entrepreneurs et c'était extrêmement dur et on a libéré une énergie fantastique. Donc la France est revenue dans la course. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est dans la course qu'on est bien placé pour la gagner. Si on devait mettre le même niveau d'argent par habitant qu'aux États-Unis, je parle bien par habitant, il faudrait qu'on mette 6 fois plus que ce qu'on met aujourd'hui. Donc ce n'est pas 20%, ce n'est pas 30%, c'est 6 fois plus. Et donc on a un vrai travail encore à faire, justement pour comprendre qu'il y a une rupture de paradigme et c'est plus améliorer le moteur à explosion ou le moteur électrique, qui sont des technologies qui ont été inventées au 19e siècle. C'est faire de l'innovation radicale avec le principal élément d'innovation aujourd'hui qui est le code, l'informatique. Et qu'est-ce qu'elle a de plus révolutionnaire, cette intelligence-là? En fait, le monde qui est autour de vous, c'est un monde incertain. Et l'informatique, jusqu'à présent, ça gérait des choses assez simples, comme par exemple de la comptabilité ou des choses comme ça. La beauté de l'intelligence artificielle, c'est que c'est capable d'évoluer dans un monde incertain. Piloter une voiture, c'est être dans un monde d'incertitude. Vous pouvez faire 1 million de fois ici à La Défense, eh bien, ça sera 1 million de fois différent. Et donc, vous avez besoin d'intelligence artificielle pour faire ça. Kylian, en NBA, l'informatique a pris une place énorme. Les statistiques, les études. Est-ce que toi, tu es confronté, par exemple, à des gens qui étudient tes matchs sur le terrain de manière statistique? Exactement. Il y a ce qu'on appelle les analytics, qui est, par exemple, un pourcentage de tirs qui, par exemple, les tirs à mi-distance, les tirs à 2 points, si tu en prends plus que tu prends des tirs à 3 points, tu as moins de chances de gagner. Du coup, ces statistiques-là, c'est des gens qui connaissent le basket, mais qui ne jouent pas au basket, qui sont dans les bureaux derrière un écran, qui vont nous dire tout ça, des pronostics, etc. Je vous recommande un film magnifique avec John Hill qui s'appelle Le Stratège, qui parle de l'arrivée des statistiques dans le sport. Alors nous, on a demandé à ChatGPT de nous parler de Kylian Hayes. D'accord ? On a posé des questions à l'intelligence artificielle te concernant. On a demandé, écoute, tu vas voir si tu es d'accord ou pas. Quel est le point fort de Kylian Hayes ? Voici ce que l'intelligence artificielle a répondu. Écoutez. Kylian Hayes est considéré comme un meneur de jeu talentueux et créatif, avec une bonne vision de jeu et une capacité à distribuer le ballon. Il est considéré comme un joueur de haut niveau, ce qui lui permet de jouer dans différents contextes et d'être efficace dans des situations variées. T'es d'accord ? Elle prend pas trop de risques. Il y a que du positif, écoute. Voilà. Après, on lui a demandé, est-ce qu'il est sympa, Kylian Hayes ? Voici ce que l'intelligence artificielle a Je n'ai répondu. pas de réponse personnelle pour cette question car je ne suis qu'un modèle de traitement du langage. En général, les joueurs de la NBA sont des personnes professionnelles et bien éduquées qui sont conscients de leur statut public et de leur rôle en tant que sportifs. C'est bien. Il est donc probable que Kylian Hayes soit une personne aimable et respectueuse envers les autres. Voilà. Pour l'instant, on constate Ouais, que c'est vrai. Ça fonctionne très bien. Je dis vrai, ouais. On a demandé à l'intelligence artificielle, est-ce que Kylian Hayes sait cuisiner des flancs ? Parce que Freddy Gladieux Ah aime là les là, flancs. on revient sur ses flancs. Voici ce que l'intelligence artificielle a dit. Je ne suis pas sûre de savoir si Kylian Hayes sait cuisiner des flancs, car cela dépend de ses compétences culinaires et de ses intérêts personnels. Il est possible qu'il ait appris à cuisiner des flancs ou qu'il soit intéressé par la cuisine, mais il n'y a pas de preuve publique de cela. Je ne sais pas non plus qui est Freddy Gladieux et comment cela est relié à Hayes. C'est énorme. Voilà la différence entre Kylian Hayes et moi, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est connu et l'autre, on sait pas qui c'est. Tu sais cuisiner des flancs ? On sait juste que tu... Il est possible que... Mais non. Il y a une amitié qui va naître entre nous. C'est quoi le premier truc à dire à Kylian Hayes si on le rencontre en vrai ? Réponse de l'intelligence artificielle. Voici quelques suggestions de choses à dire à Kylian Hayes si vous le rencontrez. Félicitations pour votre saison. Match récent. J'aime beaucoup votre style de jeu. J'ai hâte de voir ce que vous allez accomplir dans l'avenir. Il est important de noter que si vous rencontrez Kylian Hayes, il est respectueux de le traiter avec courtoisie et professionnalisme et de respecter son espace personnel. Ok, pas de problème. Non, c'est vrai. Pour l'instant, tout est bon, tout est vrai. Ok. Ok, cool. Dernière question, jusqu'où ça va aller ? On ne sait pas du tout. Et c'est un débat qui est plus philosophique que technologique. Effectivement, le grand sujet, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle profonde ou avancée. Certains appellent ça la conscience. Moi, je suis de ceux qui n'y croient pas. Mais c'est un débat où les plus grands spécialistes, si je prends par exemple Yann Lequin, qui est un des inventeurs des technologies cœur, lui, il pense qu'un jour, ces machines pourront être conscientes.